Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner envie de découvrir ou de redécouvrir un film qui à lui seul a inventé un genre cinématographique pour une poignée de dollars. Bon, déjà c'est un super film, et en plus il a permis de révéler au monde trois immenses talents, à savoir Sergio Leone, Ennio Morricone et le génial Clint Eastwood. Je suis de son avis. Bon, c'est surtout un des plus gros plagiats du cinéma. Dites-moi, le renseignement est sûr? Oui, on peut commencer par en parler 30 secondes si tu veux. Le film est un remake du film Yojimbo de Akira Kurosawa, sorti en 1961. Du génial Kurosawa. Oui, on peut le dire, c'est vraiment lui qui a fait découvrir au monde entier le cinéma japonais, mais je m'étale pas trop parce qu'on reparlera de lui sur la chaîne. Ça me paraît indispensable. Donc Léon a été subjugué en voyant le film de Kurosawa. Il dira plus tard, je regardais un film de samouraï mais j'y voyais l'histoire de l'Ouest, et il a donc décidé de l'adapter en western. Au début, il a bien essayé d'obtenir un petit peu les droits, mais vu que ça n'aboutissait pas, il a décidé de l'adapter quand même. Enfin, de le copier plutôt, tu veux dire. T'es certain que personne ne nous a vus? Alors si, malheureusement, ça s'est vu, et même si Léon a apporté son propre style qui deviendra absolument culte plus tard, quand Kurosawa il est tombé sur le film, il a dû se dire un truc comme Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne mettre son nez dans mes affaires. Et il a écrit une lettre à Sergio Leone qui est absolument mythique. Il lui a écrit « Cher Monsieur Leone, j'ai eu la chance de voir votre film, c'est vraiment un très bon film, malheureusement, c'est mon film. » Ah mais le mec est aussi un génie dans la vanne en fait. Ah oui, c'est hyper drôle, moi je trouve que cette lettre elle est vraiment légendaire. Et du coup, procès. Oui, capitaine. Oui, et je vais pas rentrer dans le détail ici parce que ça nécessiterait vraiment une vidéo complète, mais Léon a logiquement perdu et Kurosawa a obtenu 15% des recettes mondiales du film et les droits exclusifs pour la distribution au Japon, en Corée et à Taïwan. Mais vous faites quand même une bonne affaire. Ça c'est sûr, et d'ailleurs c'est assez ironique parce que ce remake, cette copie plutôt tu veux dire, en tout cas ce film a rapporté plus à Kurosawa que tous ces autres films de l'époque réunis. Non, mais qu'est-ce que tu chantes là? Oui, ça paraît complètement dingue, mais on en reparlera un petit peu plus en détail dans la vidéo sur Kurosawa. En attendant, passons au film. Et tu parles pas du financement, il paraît que c'était toute une histoire aussi. Ah non, bon, on va t'expliquer ça. Oui, et c'est assez intéressant. En fait, quand Léon il a voulu financer son film, la galère a commencé. N'exagérons rien. Oui, mais c'est assez logique. Déjà, Léon, il connaissait absolument rien au western. Ensuite, à cette époque-là, même aux États-Unis, à Hollywood, les westerns commençaient à faire un petit peu moins de recettes. Et en plus, ça restait un remake non autorisé. Donc, quand tu cumules tout ça, quand Léon il allait taper aux portes des studios pour demander un peu d'argent, bah tout le monde lui a répondu. Allez, ose, dégage, compris. Donc Léon, il a vraiment dû faire des pieds et des mains pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Mais il a quand même réussi du coup. Bah oui et non. Bah ça veut dire quoi oui et non? Bah, en fait, il a réussi, mais il n'a obtenu qu'environ 200 000 $. Et c'était pas beaucoup ça en 1964? Alors non, et pour que tu te rendes un petit peu compte, un petit western de série B, c'était au minimum 500 000 $. Un western de prestige comme ceux de John Ford par exemple, c'était entre 2 millions et 5 millions de $. Le Péplum, le Colosse de Rhodes, qui est en fait le premier film de Léon, lui avait coûté 1,5 million. Donc 200 000 $, mais c'est vraiment que dalle. Rien de caché. En plus, pour obtenir ces maigres 200 000 $, il a dû gratter auprès de 3 pays, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne de l'Ouest. L'Italie a mis environ 50% du budget pour gérer les techniciens et la direction artistique. L'Allemagne de l'Ouest a mis 20 à 25%, mais à condition qu'il y ait dedans des acteurs allemands, ce qui leur permettait à eux de vendre le film comme une production locale. Et l'Espagne a investi le reste, mais pas vraiment en cash, surtout en nature, avec la mise à dispo des décors de Madrid et Almeria, la mise à dispo de chevaux ou de figurants locaux par exemple. Ça n'a pas été très commode. Ah ouais, c'est certain qu'avec aussi peu, ça n'a pas dû être simple. Et non, et rien qu'au niveau du casting déjà. Pour pouvoir vendre le film aux USA, Léon voulait absolument un acteur américain. Donc, il a bien demandé à toutes les stars de l'époque, mais elles ont toutes répondu. Je travaille pas au rabais. Et oui, un acteur connu de western prenait dans les 100 000 $ environ, pour te donner une idée. Il y aurait bien James Coburn qui aurait accepté de descendre jusqu'à 25 000 $, mais... Ça fait beaucoup trop. Et puis, il y a la cultissime anecdote Charles Bronson, qui a reçu le scénario et aurait déclaré un truc du style « C'est le plus mauvais scénario que j'ai jamais lu de ma vie. » Ah bah, il a eu du pif, c'est sûr. Et oui, mais Léon n'est pas rancunier. J'explique. Bah oui, il le fera tourner 4 ans plus tard dans Il était une fois dans l'Ouest, mais on y reviendra. Et du coup, pourquoi Clint Eastwood il a dit oui, lui? Et ben, en fait, à l'époque, il avait un rôle de gentil cow-boy dans une série et voulait absolument sortir de ça pour faire du cinéma. Malheureusement, son contrat lui interdisait de tourner des films aux États-Unis pendant les pauses de la série. Mais du coup, pas à l'étranger. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour simplifier, disons que non. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, on en reparlera un petit peu dans la vidéo qui parlera et pour quelques dollars de plus. Mais il accepte le rôle pour 15 000 $. Par contre, il paraît qu'il a dû prendre ses propres costumes. Oui, effectivement, le budget était tellement serré qu'on lui a demandé de venir avec ses propres costumes, dont le célèbre poncho. Ça, je n'en sais rien. Bah, il existe malheureusement 2 versions. Dans la première, c'est Eastwood, dans la deuxième, c'est la production. C'est curieux, ça. Ah bah mince, c'est dommage, on saura jamais du coup. Bah vu que le film a déjà plus de 60 ans, effectivement, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Dépêchez-vous.
Comme tu peux l'imaginer, avec un budget aussi serré, il a fallu gratter sur absolument tout, à commencer par la pellicule. Donc Léon ne pouvait pas faire beaucoup de prises, donc il devait réussir absolument toutes les scènes du premier ou du deuxième coup. Ensuite, l'équipe de tournage, elle était réduite au minimum et tout le monde devait être hyper polyvalent. Au niveau des décors, ils existaient déjà, donc Léon il a juste mis un petit coup de peinture pour rafraîchir. Et enfin au niveau de la musique, Morricone n'a pu utiliser que des sons simples et pas de gros instruments, mais avec tout le succès et le rendu absolument génial qu'on lui connaît aujourd'hui. Et des acteurs de 4 pays, c'était pas une galère? Tiens, oui, à propos, je voulais vous en parler. Si, évidemment, c'était une vraie tour de Babel, hyper compliqué de se faire comprendre. Heureusement, au milieu de tout ça, il y a un cascadeur italien qui parlait et l'anglais et l'espagnol et qui en fait servait d'interprète. Et du coup, pour les Allemands? Pour les Allemands, on parlait français. Le français? Eh oui, ça paraît complètement dingue, mais en fait, Léon et les Allemands avaient quelques notions de français. Donc en fait, pour réussir à se comprendre ensemble, ils passaient par le français. C'est incroyable. Et t'es encore au-dessous de la vérité. Toujours dans le but d'économiser de l'argent, sur le plateau, il n'y avait pas d'enregistrement, le film il était tourné en muet, mais en fait c'était plutôt un mal pour un bien, parce que comme chaque acteur parlait dans des langues différentes, il pouvait donner ses répliques dans sa langue natale sans avoir à apprendre les dialogues en anglais. Et ça a quand même fait un carton, c'est presque incroyable. Et oui, le film fera environ 40 millions d'entrées dans le monde, ce qui est un énorme succès pour l'époque. Et on commence quand? Allez, effectivement, on va dérouler le film avec quelques extraits, mais avant, une petite fiche technique. À la réalisation, on va retrouver Sergio Leone. Alors on va être obligé de s'arrêter quand même un petit peu dessus parce qu'avec ce film, Léon va créer un nouveau genre cinématographique qu'on va appeler le western spaghetti. D'ailleurs, c'était une insulte au départ. Figure-toi que je m'en doutais. Et oui, c'était pour dissocier le bon western américain du mauvais western italien, vu au départ comme du cinéma de seconde zone ou une copie vraiment bas de gamme et indigeste du vrai bon western américain. Vous changerez d'opinion. Dans un western type John Wayne, on tue pour défendre la veuve et l'orphelin, alors que chez Léon, on bute quelqu'un pour quelques dollars ou juste parce qu'il nous a manqué de respect. Donc la première critique, c'était beaucoup de violence et pas assez de morale. Vous êtes bien informé. Merci, j'essaye de bosser un minimum. Sur ce point, Léon disait un truc que je trouve absolument génial. Il disait « Je ne montre pas la violence pour choquer, je montre la violence parce que l'Ouest était violent. Les Américains ont inventé un Ouest de contes de fées et moi je rends juste la réalité au spectateur. » C'est complètement vrai en plus. Un point, c'est tout. Et en plus de ça, Léon il va créer son style visuel avec les gros plans sur les yeux, les gros plans sur les mains, les silences, le cadrage absolument iconique au niveau de la ceinture avec le holster au premier plan et les ennemis qui sont tout ensemble derrière. Et tout ça, au départ, ça va pas du tout plaire aux critiques. Et ce n'est pas tout. Non, effectivement, Léon, c'est aussi un rythme particulier. Dans un western classique, un duel, c'est 3 secondes et c'est plié. Chez Léon, ça peut durer 5 minutes. Et en arrière-plan, la musique de Morricone pour faire bien monter la tension. Et ça a un rendu incroyable. Ça, c'est du sérieux. En plus, Léon, il détestait vraiment les costumes propres. Il voulait du réalisme. Quand il filme un visage en gros plan, tu vois la sueur qui perle, tu vois la poussière sur le visage, tu vois les dents pourries, tu vois le sang séché. En fait, tu peux quasiment sentir la chaleur du soleil et l'odeur de la sueur rien qu'en étant derrière ton écran. C'est beau ce que vous dites. Merci bien, en tout cas, j'essaye. Aujourd'hui, le western spaghetti, c'est vraiment une catégorie prestigieuse du cinéma. De grands noms comme Scorsese, John Woo, George Lucas, ou bien encore Tarantino, évidemment, encensent le travail de Léon. Léon, au total, il va travailler sur une 40aine de films, mais il n'en réalisera que 7. Enfin, plutôt 8 en réalité. Comment ça? Expliquez-moi cette histoire. En fait, en 1959, quand on tourne Les Derniers Jours de Pompéi, Léon n'était que premier assistant réalisateur et scénariste, mais le réalisateur Mario Bonnard est tombé malade au tout début du tournage, et donc Léon a pris la relève et fait quasiment tout le taf, mais le film est pourtant resté attribué à Bonnard. C'est absolument dégueulasse. J'aime pas tellement. Mais tout ça va changer dans les années 80 avec l'apparition de la VHS. En fait, à ce moment-là, le nom de Léon est bien plus connu que celui de Bonnard, et donc son nom va réapparaître sur les cassettes, histoire d'en vendre un petit peu plus. Donc à ce moment-là, Léon et Bonnard sont co-réalisateurs. Mais voici donc les 7 films de Sergio Leone, en tout cas tout seul, et leur nombre d'entrées en France. On commence par un péplum, Le Colosse de Rhodes. Lui, c'est 1,5 million. Ensuite, pour une poignée de dollars, 4,3 millions. et pour quelques dollars de plus, 4,1 millions. Le Bon, la Brute et Le Truand. 6,3 millions. Il était une fois dans l'Ouest. Lui, c'est presque 15 millions. Oui, alors en 2026, là aujourd'hui, c'est toujours le 9e plus gros succès au box-office français. Ensuite vient Il était une fois la Révolution. 4,7 millions. Il était une fois en Amérique. 3,8 millions. Ouais, alors ça, c'est vraiment énorme pour un drame de 3h45. Donc le gars, il fait jamais un échec, quoi. Eh ben non. Oh, franchement, tu pourrais prendre exemple. Ne fais pas le mariole, crois-moi. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour le scénario, c'est comment dire, c'est un gros bordel. Ça veut dire quoi, un gros bordel? Oui, alors déjà, pardon pour mon accent italien, qui, comme tu vas pouvoir le constater, n'est pas meilleur que mon accent anglais. On commence par Sergio Leone, Duccio Tessari et Victor Andrés Catena. Bon, jusque-là, ça va en tout cas. Attends, c'est pas fini, aussi Luciano Vincenzoni,
qui a toujours affirmé avoir écrit une grande partie du film, mais qui n'est pourtant pas crédité au générique. Par contre, lui, il le sera sur les 2 films suivants. Bon, c'était pas si compliqué non plus, on n'est pas débiles. J'ai une surprise pour toi. C'est toujours pas fini. Il y a Adriano Bolzoni qui a affirmé avoir écrit une version de l'histoire en 1963, alors que Leone cherchait encore son projet. C'est en fait son travail qui aurait servi de base aux discussions initiales. C'est vrai que 5, ça commence à faire pas mal. J'ai une mauvaise nouvelle. Effectivement, c'est toujours pas fini. On a James Comas-Gill. Alors lui, il y a débat. En fait, il aurait été là que pour les subventions, mais il aurait quand même travaillé sur une version espagnole du script, en fait, pour l'aider à rendre les dialogues plus percutants pour un public européen. Il faut en finir. On y est presque, plus que Fernando Di Leo, qui a toujours affirmé avoir réécrit plusieurs scènes pour les rendre plus sèches et plus nerveuses. Et enfin, Mark Lowell. Alors lui, c'est un peu l'homme mystère. Il apparaît sur certaines affiches internationales, mais en fait, on ne sait pas qui c'est. Il est fort possible qu'il ne soit là que pour la touche américaine, quoi, au niveau du nom. Oui, effectivement, 8 noms, ça fait beaucoup quand même. Oui, après, ça s'explique aussi parce que le film est coproduit entre 3 pays. Mais bon, vu le bordel que c'est, on va pas s'attarder sur chacun, en avance. Sage décision. À la musique, Ennio Morricone, qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui, je pense. En 64, il commençait tout juste à avoir une petite renommée en Italie, mais c'est vraiment ce film qui va le propulser au rang de génie international. Morricone, c'est plus de 500 films et séries. Il fera évidemment les films de Leone qui vont suivre, mais aussi Les Incorruptibles, Bugsy, Le Professionnel ou bien Les 8 Salopards, mais j'aurais pu mettre 100 affiches tellement il a fait plein de films cultes. Ennio Morricone, c'est aussi plus de 150 nominations sur les plus grands festivals internationaux, dont presque 120 prix au total. Et il était à l'école avec Leone. C'est pourtant vrai. Oui, l'anecdote elle est dingue, mais ils étaient effectivement à l'école ensemble quand ils avaient 8 ou 9 ans. Ils ont gardé aucun contact et ils se sont retrouvés par hasard 25 ans plus tard pour ce film. Il existe une photo de classe où on voit les 2 futurs génies. C'est des enfants, donc je la publie pas ici, mais si tu veux la googliser, elle se trouve hyper facilement. Et tu les verras dans leur magnifique costume d'écolier d'époque. Ces compliments sonnent faux. Au casting, on retrouve Clint Eastwood dans le rôle principal. J'espère que c'est du bien qu'on dit. Alors moi je te kiffe, alors je peux dire que du bien. Eastwood, on ne le présente plus aujourd'hui, c'est plus de 50 films comme acteur et 40 comme réalisateur, mais il est aussi producteur et compositeur. Et du très lourd. Oui, effectivement, la filmographie de Clint Eastwood, elle est absolument dingue. Parmi les films cultes, Les Trolls de Léon, évidemment, Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand, mais aussi d'autres westerns comme L'Homme des Hautes Plaines ou Pale Rider. Outre les westerns, c'est aussi par exemple la série des films Inspecteur Harry, mais bien d'autres. Ah, c'est pas mal. Et bien évidemment, comme je le disais, c'est pas terminé. En 71, il se met aussi à la réalisation. Et là, il va cartonner pareil avec des films comme American Sniper, Sur la route de Madison, Million Dollar Baby, ou notamment Impitoyable, mais j'aurais quasiment pu citer les 40 tellement c'est génial ce qu'il fait, quoi. Ouais, le gars, c'est vraiment un génie du cinéma. Je ne l'aurais jamais cru capable de trousser le compliment. C'est pas très gentil, ça, monsieur. Des récompenses, on imagine? Oui, et là aussi, les chiffres sont dingues. En fait, il a un taux de victoire hallucinant. Sur 170 nominations, il remporte 150 prix, à peu près, hein. Donc ça fait 90% de victoire en gros, quoi. Ah oui, il repart vraiment jamais beaucoup. Non, et d'ailleurs, il est dans le top 5 mondial des scénaristes les plus décorés de l'histoire. C'est aussi un des rares à avoir réussi 2 fois le doublé meilleur film, meilleur réalisateur aux Oscars. Ouais, un génie, quoi. C'est tout ce que tu as trouvé. Non, il me reste une anecdote, mais pas des moindres. Dans Pour une poignée de dollars, Clint Eastwood n'a pas apporté que sa patte en tant qu'acteur. Il a aussi un impact capital dans le succès du film. Tu teases vraiment trop bien. Ah, je te remercie. Initialement, son personnage avait des pages de dialogue. Ah, c'est l'école italienne, hein. Oui, effectivement, c'est possible. Et il a insisté pour couper la majorité de ses propres répliques. C'est bien sûr. Il disait que moins le personnage parlait, plus il était énigmatique et imposant. Et donc, il a simplement pris un stylo et il a commencé à rayer des pages entières de dialogue. Non mais tu es vraiment tombé fou. Il a pas dû kiffer Léon, si. Alors, effectivement, au départ, il était un petit peu sceptique, mais après avoir fait des tests, il a fini par adorer cette approche qui laissait en fait toute la place à la musique et au gros plan. Du génie. Oui, et d'ailleurs, Eastwood, en fait, il va garder cette philosophie de montrer au lieu de dire quand il va passer derrière la caméra pour réaliser. Y a pas de doute, c'est un malin. Il préfère filmer un silence entre 2 personnages plutôt que remplir ça avec des dialogues explicatifs. Il dit souvent que si on peut montrer quelque chose avec un regard, pourquoi le dire? Et ça donne à ses films un rythme vraiment particulier. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il fait confiance à l'intelligence du spectateur pour comprendre des émotions sans forcément les nommer, et j'adore ce genre de cinéma. Je vous comprends. Pour revenir un petit peu au film, le personnage de Clint Eastwood n'a officiellement pas de nom. Il n'y a que le croque-mort qui l'appelle Joe par moment, mais c'est vraiment un prénom générique, c'est pour pas dire truc, machin ou bidule, quoi. Donc moi, dans cette vidéo, je l'appellerai Clint, tout simplement. Ce serait pas juste parce que c'est moins long que Eastwood? Ah oui, uniquement. C'est pas si bête d'ailleurs comme idée. Merci bien. On continue avec les autres acteurs, mais je vais faire un peu différemment de d'habitude. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour nous? Bah oui, pourquoi? Mais parce que malheureusement, ils sont pas très connus, au moins en France, donc on va pas vraiment s'attarder dessus.
Dans le film, il y a deux familles qui s'affrontent, avec d'un côté les trois frères Rodos, avec Gian Maria Volonté au centre qui interprète Ramon. C'est le plus connu des autres acteurs. Il jouera dans plus de 60 films, dont et pour quelques dollars de plus d'ailleurs. Dans les années 70, il deviendra l'acteur fétiche du cinéma social et engagé en Italie. En France, on pourra le voir notamment dans Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville par exemple. Les deux autres frères sont joués par Sedgar Trupp à droite et Antonio Prieto à gauche. Mais bon, comme je le disais, ils sont pas très connus en dehors de leur pays d'origine. Donc si je résume bien, les trois frères, c'est un Allemand, un Italien et un Espagnol. Je te vois arriver avec tes gros éperons. Effectivement, ça ressemble au début d'une blague, mais tu ne la feras pas. Et de l'autre côté, le second clan, les Baxter. Avec Wolfgang Lusky à gauche qui interprète John Baxter, le shérif de San Miguel. Mais qui n'a absolument aucune autorité. Ah, dans ça, effectivement, on peut le dire, aucune autorité. Margarita Lozano qui joue sa femme et Bruno Carotetuno au centre qui joue leur fils. Les trois aussi sont un petit peu connus, mais principalement dans leur pays d'origine, donc on va pas s'attarder. Tu es un crétin. Et voilà, t'as encore vexé quelqu'un. Oui, bah c'est pas grave, j'en vexerai d'autres. Au milieu de tout ça, il y a José Calvo qui interprète Silvanito. Donc lui, c'est le tavernier, mais ça va vraiment devenir le complice de Clint. Et José Feger qui joue le croque-mort et qui lui aussi va aider Clint. Tu pourras remercier ces deux-là. Bah, c'est plutôt toi qui devrais les remercier parce que je te rappelle quand même que sans eux, bah, tu serais mort. Hein. Au milieu de ce joyeux petit bazar, on a une famille avec Marianne Koch qui interprète Marisol, Daniel Martin qui interprète Julian, son mari, et Nino Del Arco, leur fils. Comme les autres, ils sont pas très connus en France, donc on ne s'attarde pas. En même temps, le casting est aussi lié au budget. Oui, ça c'est sûr que ça joue. Et donc on est parti pour le film. Bonne idée. Bon, bah déjà, dès le générique, il y a une rupture avec le style hollywoodien classique. Ici, il n'y a pas de décor, c'est juste une séquence animée. Bon, là, c'est clairement lié au manque de thunes, pardon. À force, il a l'habitude, un coup d'œil lui suffit. Si Leone avait eu plus de budget, il aurait probablement fait quelque chose de plus épique. Mais ce générique a un énorme avantage, il te met directement dans l'ambiance. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, petite anecdote, pour que le film fasse plus américain, des pseudos ont été choisis pour les noms à consonance italienne. Oui, effectivement, tu peux voir des vieilles affiches ou des vieilles versions du film en cassette ou tout début du DVD, avec des noms comme Bob Robertson, qui est en fait le pseudo de Sergio Leone, Dan Salvio, qui est le pseudo de Ennio Morricone, Johnny Wells pour Gian Maria Volonté, A.S. Colonna qui sera Duccio Tessari, ou Jacques Dalmas qui en réalité est Massimo Della Mano. Et tu crois que ta mise en scène va tromper quelqu'un? Mais la première scène filmée va également trancher avec le style hollywoodien classique. Le personnage ici, c'est pas un shérif, c'est pas un héros sur un noble destrier, c'est juste un mec lambda qui arrive sur une mule. Pardon, mais ça ressemble quand même vachement à un cheval. Ah non, tu vas pas commencer à jouer ton spécialiste sans tout et rien. Une mule, c'est à moitié un cheval, à moitié un âne. Il y en a qui ressemblent plus à leur père, d'autres plus à leur mère, c'est normal. Ça suffit, arrête tes idioties. Oh bah pardon, j'ai rien dit. Et donc, notre bon vieux Clint s'arrête à un puits histoire de boire un coup et tombe sur deux gringos en train de maltraiter un gamin. Et il va les buter. Bah non, pourquoi? Ah oui, non, je pensais à un gamin maltraité, je me suis dit... Ici, c'est moi qui pense. Eh ben non, justement, et c'est là aussi ce qui crée la rupture. Dans un western classique, effectivement, si le héros voyait un gamin en train de se faire brutaliser, ben il interviendrait. Mais ici, pas du tout. Notre Clint, il finit tranquillement de boire son coup, et puis il se casse. Et le spectateur, le film n'a pas commencé depuis 1 minute, mais il sait déjà qu'il n'est pas dans un western traditionnel de l'époque. Par contre, il a bien repéré la mère, le petit filou. Arrête de faire l'idiot, tu veux. Allez, avançons. En arrivant dans le village, déjà bonne petite ambiance, il croise tout d'abord une corde de pendu, puis un homme attaché sur son cheval et bien évidemment mort, avec dans le dos un panneau « Adieu l'ami ». Bah, au moins, eux, ils savent s'amuser. Oui. Ensuite, Clint est accueilli de manière très chaleureuse. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Alors oui, effectivement, mais avant tout ça, il va aller faire un petit tour en ville et rentrer chez le tavernier qui va un petit peu poser le contexte. Comme un PNJ dans un jeu vidéo? Bravo, voilà qui fait plaisir à entendre. Oui, bah fais pas cette tête, c'est vexant. Ah oui, non, mais pourtant, t'as tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est effectivement le gars qui va t'expliquer le contexte et où est-ce que t'es tombé. C'est un peu l'équivalent d'un texte d'intro comme dans Star Wars ou Highlander par exemple. Dont on a fait une vidéo d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, bah la voir, ça me fera extrêmement plaisir. Bah ça nous. Pardon, ça nous fera extrêmement plaisir. Merci. Donc Clint apprend que la ville est partagée entre deux clans qui se font la guerre, les trois frères Rodos qui vendent de l'alcool et les Baxter qui eux vendent les armes. Et lui, bah il voit tout de suite le potentiel pour gagner un petit peu d'argent. Il demande donc au tavernier Quel est le plus fort des deux clans? et il annonce aux Rodos en plein milieu de la place du village. On a dit que vous cherchiez quelqu'un. Mais le Clint, il n'a pas son CV sur lui. Donc pour pouvoir se faire embaucher, il est obligé de faire une petite démonstration. Ce qui tombe plutôt bien parce que les gars qui l'ont si chaleureusement accueilli tout à l'heure, eh ben c'est des Baxter. Ah bah moi j'avais dit que c'était pas une bonne idée. Et oui, effectivement. Donc Clint repart les voir et après un échange absolument génial à propos de la mule,
Balèze, le Clint. Et oui, et d'ailleurs j'en profite pour faire vraiment une mini parenthèse. Généralement dans les westerns, la plupart des acteurs se faisaient doubler pour ces scènes-là parce que dégainer rapidement, ça demande une vraie maîtrise et une vraie technique. Mais Clint Eastwood s'était énormément entraîné pour la série de westerns dans laquelle il jouait, et donc c'est un geste qu'il maîtrisait et il les faisait lui-même. Ça alors, c'est une riche idée. Bon, au final, il a eu le taf, j'imagine. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah, comme quoi, les CV. Tu l'as dit? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, ça va permettre à Clint de gagner ses 100 premiers dollars. Actualisé en 2026, ça fera en gros 2700 $, et le gars, il n'a rien fait pour eux pour l'instant. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Et on va commencer par découvrir deux des frères Rodos. Et le troisième, du coup? Alors, on va y venir si tu veux bien, mais d'abord, des soldats arrivent en ville en escortant une diligence. Que diable y a-t-il dans cette sacrée diligence? Alors ça, Clint va bien essayer de le savoir, mais l'accueil n'est pas vraiment cordial. Tu cherches quelque chose? Donc en attendant, il s'est installé dans la taverne du village, où il est d'ailleurs le seul occupant. En même temps, deux bandes armées qui s'affrontent, ça attire pas vraiment le touriste. Et pourtant, le tavernier, Dieu sait qu'il est cool. Oui, ça c'est sûr, le tavernier, c'est vraiment le bon gars. Et alors que la diligence commence à repartir, Clint va décider de la suivre discrètement pour essayer de voir ce qui se cache un petit peu à l'intérieur. J'ai avec toi. Donc ils vont la suivre jusqu'à la rivière, où Ramon va leur tendre une embuscade. Il a tué les soldats américains, il va tuer les soldats mexicains et piquer l'or. Ensuite, il va maquiller la scène de crime pour que ça ressemble à un affrontement entre deux garnisons de soldats qui se sont entretués. Comme quoi, les gangsters modernes, ils ont vraiment rien inventé. Non, ne plaisante pas avec ces choses-là. Donc Ramon rentre au village avec un coffre plein d'or et il explique devant Clint et ses deux frères qu'il veut désormais faire la paix avec les Baxter pour enfin arrêter de s'entretuer. Ça va rendre la fin du film beaucoup plus calme. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça peut pas être son vrai plan. Ah. Mais Clint, il est pas naïf, il voit bien que c'est de la commedia dell'arte. En même temps, le réalisateur est italien. Et oui, évidemment. Et donc, vu qu'il sent l'embrouille arriver, il va décider de démissionner de chez les Rodos. Ça m'ennuie que vous vous en alliez. Mais en partant, il rend les 100 $. Ah bah là, il y a le beau geste. J'ai pas l'habitude de garder l'argent que j'ai pas gagné. Et une fois que Clint est parti, Ramon peut enfin annoncer son vrai plan. Et c'est quoi du coup? Le Ramon, il a quand même buté 2 garnisons de soldats et piqué de l'or. Donc il sait qu'il va y avoir des enquêtes qui vont être menées. Donc le but, c'est que les enquêteurs arrivent dans le village, constatent qu'en fait dans le village tout va bien et il ne se passe rien d'anormal et finissent par repartir chez eux. Moi, j'aurais pas pensé. Et donc, quand les enquêteurs seront repartis, Ramon annonce qu'ils pourront enfin finir par buter les Baxter. Pas con le Ramon. Et Clint, du coup, il va faire quoi? Te reste plus qu'une solution, t'en aller. Oui mais non, parce que notre Clint, il a une autre idée derrière la tête, mais on va y revenir. En attendant, les Baxter sont invités par les Rodos pour parler de cette fameuse paix, mais l'ambiance va être un petit peu tendue. Et au moindre mouvement suspect, vous ouvrez le feu, compris? En même temps, ils sont en guerre depuis longtemps, c'est normal. Et oui, effectivement, et pendant ce temps-là, notre Clint, il va faire en sorte de contrarier un petit peu les plans de Ramon. Comment ça? Et bien en fait, il va aller récupérer des cadavres de soldats, et il va les mettre en scène dans le cimetière du village, pour qu'en fait, il semble juste être blessé et en train de dormir. Mais c'est quoi le but? Ça me regarde. On va quand même expliquer un peu si ça te dérange pas. Oui, admettons. Le but évidemment, c'est de faire croire que les soldats ne sont pas morts, mais juste blessés, comme ça ils pourront raconter la vérité. On peut savoir ce que tu cherches? Retour au village où les Baxter rentrent de chez les Rodos. Ah ouais, on va rien boire du repas. Alors non, par contre on apprend que Papa Baxter est vraiment tombé dans le panneau, par contre sa femme n'est pas si naïve. Mais de toute façon peu importe, parce que pour qu'ils puissent passer une vraie bonne nuit, Tonton Clint va venir leur raconter une histoire. Il était une fois un chariot d'or que des soldats escortaient à la frontière. Ça devrait pas vraiment les aider à dormir, ça. Alors, ça c'est sûr que non, et ils vont immédiatement partir pour le cimetière, d'autant que Clint va aussi balancer l'info aux Rodos, mais pas gratuite cette fois. Pour 500 $. Et voilà nos deux clans partis pour le cimetière. Ce qui laisse à Clint la possibilité de faire un peu de visite. Oui, effectivement, il va fouiller un petit peu chez les Rodos pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver la cachette de l'or. Et pendant qu'au cimetière, les deux clans sont en train de s'entretuer, Clint trouve le magot. Mais il va être dérangé par Marisol. C'est la mère du gosse qu'il a repéré au début. Oui, et d'ailleurs, il l'assomme en pensant que c'était un membre des Rodos. Il est aussi mauvais que toi, question drague. C'est intéressant, ça. Oh bah non, ça tout le monde s'en fout. En plus, pardon, mais j'ai jamais assommé personne, moi. Ah bah, physiquement non, mais tu en as endormi plusieurs, rien qu'en parlant. Fiche-lui la paix. Non, il a raison, c'est vraiment pas le sujet. Revenons au film, d'autant qu'au même moment, les Rodos reviennent du cimetière en ayant capturé Antonio, le fils Baxter, et ils vont évidemment s'en servir de monnaie d'échange pour que sa famille quitte la ville. Et donc, fin du film. Dans ce cas, je crains que vous ne soyez déçus. Et oui, parce que Clint, qui avait assommé Marisol, l'a emmené chez les Baxter. Au passage, ça lui rapporte un petit billet. Plusieurs même. C'est le Mata Hari du Far West, quoi. Monsieur fait dans la référence historique. Chapeau bas. Bah oui, je suis pas qu'un physique. Qu'est-ce qu'il est lourd, le gars. T'as vu, hein, y a pas que moi qui le dis. On s'attarderait bien sur cette information, malheureusement c'est déjà le jour de l'échange. De chaque côté du village, une famille. Clint, qui ne veut pas rater ça, se pose en spectateur au milieu.
Au moins, avec ce qu'il a gagné, il a enfin pu payer le tavernier. Et oui, effectivement, la scène de l'échange, c'est vraiment du pur Sergio Leone. La musique de Morricone en fond, des gros plans sur les yeux, des gros plans sur les armes et surtout pas un mot. Et tu vois, rien qu'avec le court extrait que je t'ai mis, on comprend tout de suite, juste avec des regards, qui a peur, qui doute, qui est en position de force. Il n'y a pas besoin de rajouter du texte dessus, ça n'a aucun intérêt. Dans cette scène, par contre, on va découvrir plusieurs choses intéressantes. Primo, L'époux de Marisol avait été expulsé de la ville pour que Ramon puisse être avec elle, et le gamin sert d'assurance. Mais pourtant, il est toujours là, le mari. Alors, il est effectivement pas loin, mais c'est juste un pauvre homme qui n'a pas grand-chose dans la vie à part son fils, et c'est pour s'occuper de lui qu'il reste. secondo, Que Clint a un cœur. Alors, c'est une excellente remarque, et cette information, on la découvre également avec juste un regard que Clint a sur le fils de Marisol. et tertio, Et enfin, on découvre que le tavernier, qui jusque-là paraissait totalement neutre, s'implique pour sauver Julian, l'époux de Marisol. Il va se faire buter, lui. Alors, effectivement, c'était un peu le projet, mais Clint est là en tant que spectateur, et tout le monde sait désormais que le tavernier, c'est son pote, et vu que Clint, c'est un as de la gâchette, et ben personne ne bouge. Vous ne passez pas inaperçu? Une fois l'échange terminé, dans la scène suivante, on va apprendre que Ramon, lui, est un as avec une Winchester, et qu'il aime particulièrement viser le cœur pour être sûr de tuer son adversaire. Et c'est vraiment important, ça, comme info? Ah oui, c'est même essentiel, mais pour l'instant... Oh bah, le mec, il fait du pré-spoil maintenant. Je m'en méfie. Donc, vu qu'une guerre se prépare, Ramon envoie Marisol à la campagne, mais sous bonne garde. À mon avis, pas suffisante. Non, effectivement pas pour Clint. Il va se débarrasser facilement des 5 gardes et il va libérer Marisol, lui filer une partie du pognon qu'il a gagné pour qu'elle puisse s'enfuir avec son mari et son gosse. partez le plus loin que vous pourrez de ce pays. Pourquoi il fait ça, du coup? Alors ça, c'est une bonne question et il va falloir faire une dernière pause dans cette vidéo pour parler à nouveau de traduction. En VO, il dit I knew someone like you once, and there was no one there to help. ce qui se traduit par « parce que j'ai connu quelqu'un comme toi autrefois et il n'y a eu personne pour l'aider ». Cette réplique, bien qu'elle n'explique pas vraiment l'histoire, indique que le personnage fait ça parce qu'il a un cœur suite à un traumatisme passé. Et donc pas en français. Eh ben non, en VF, il dit simplement Ce serait trop long à expliquer. Oh bah t'es relou, c'est pareil. « ce serait trop là à expliquer, ça ouvre au minimum 2 possibilités de lecture. Soit petit a, c'est un geste humain parce que l'homme a un cœur, soit petit b, c'est un geste purement calculé et complètement sans cœur. La version, ce serait que les Rhodos pensent que c'est les Baxter qui ont libéré Marisol, que ça amplifie la guerre et que Clint s'enrichisse toujours plus. Donc en VO, il n'y a pas de doute, l'homme fait ça parce qu'il a un cœur. Avec la VF, tu as 2 options, soit tu pars du principe que l'homme a un cœur, soit tu pars du principe que c'est juste un mercenaire froid et calculateur. Et ça change complètement ta vision du personnage, ce qui normalement ne devrait pas être possible. Vous êtes toujours là quand il faut. J'ai déjà parlé des problèmes de traduction dans ma vidéo sur Highlander, mais attention, j'ai vraiment rien contre les doubleurs, c'est un métier hyper important du cinéma, en plus c'est très compliqué de ne faire passer que des émotions dans le timbre de la voix et l'intonation de la voix, j'ai un grand respect pour eux, mais par pitié, vous n'êtes pas scénariste. Tous les mots ont un sens, ne sont pas choisis au hasard, et les modifier a un impact sur la compréhension qu'a le spectateur sur un personnage ou sur un film, et ça malheureusement, c'est pas votre job. T'as tort de te plaindre. À partir de maintenant, on va spoiler la fin du film, donc si vraiment tu veux garder le suspense et que tu n'as jamais vu le film, tu peux arrêter la vidéo ici. Mais sinon, dans les westerns de l'époque, il y avait rarement de surprises sur la fin, donc tu dois t'en douter, mais... Ah, mais t'es vraiment un enfoiré, en fait. Ouais, j'admets, c'est un peu vache, mais c'est promis, sur les films où la fin a un réel intérêt, je ne la spoilerai pas. Bon, ici, t'as vu la fin, donc on peut continuer. Clint avait mis en place un plan pour aller délivrer Marisol discrètement, mais suite à un imprévu, le retour ne se passe pas très très bien. Et il se fait un peu malmener. Oh, il se fait totalement défoncer, tu veux dire? Oui, il finit vraiment dans un sale état, le pauvre, mais il réussit quand même à s'enfuir. Les Rhodos vont vouloir le retrouver absolument pour finir le boulot et le buter. Ils vont logiquement aller le chercher chez son pote le tavernier, et lui aussi va se faire tabasser, mais pas tuer non plus. Mais il y est pas, du coup. Eh ben non, et du coup les Rhodos vont en déduire qu'il doit être chez les Baxter. Vous y croyez, vous? Mais il y est pas non plus. Et non, il est intelligemment parti se planquer chez le croque-mort. Mais ça, les Rhodos ne le savent pas, et ils vont donc aller taper à la porte des Baxter, mais pas en mode très amical. Donc pendant que les Rhodos exterminent les Baxter, Clint lui s'enfuit avec le Oh, croque. c'est un vrai tir au pilon. Ouais, c'est vraiment un massacre. Vraiment. Donc les Baxter se font massacrer et les Rhodos sont désormais seuls maîtres en ville. Nous allons voir ça ensemble. Clint est en train de se refaire une petite santé dans une mine, mais le tavernier qui venait lui apporter des provisions s'est fait choper par les Rhodos. Ils vont le torturer et essayer de le faire parler. Ça va pas plaire à Clint, ça? Et non, et bien qu'il soit toujours salement blessé, il va partir pour l'aider. Mais avant ça,
Tel Q dans James Bond ou Lucius Fox dans Batman, notre ami Croque-Mort va venir lui donner quelques accessoires. Regarde un peu ce que j'ai là. Et Clint va donc repartir pour le village. À ce moment-là, il n'y aura pas de quoi rire. Ça c'est sûr parce que c'est parti pour l'action finale. Donc plan sur la place du village avec à ma gauche 1m93 pour 85 kg, Clint Eastwood. Et à ma droite 5 Rhodos. Et pour les autres, tu détailles pas poids et taille? Ah mais vraiment t'es gentil mais t'es relou parfois. Clint dans son état sait qu'il ne peut pas gagner tout seul et va donc devoir ruser. Il arrive dans le village et donc Ramon évidemment lui tire dessus mais Clint se relève. Explique-moi un peu ce qui se passe. Il sait que Ramon tire toujours dans le cœur. Comme tu l'as spoilé tout à l'heure. Non mais t'es relou, les gens ils avaient oublié, t'aurais pu juste la boucler quoi. Donc il s'est fabriqué une petite armure de fortune qu'il a planquée sous son poncho. Donc il arrive à se débarrasser de Don Miguel, des 3 acolytes et des armées Ramon. Ah, et pourquoi il l'a pas buté aussi? Bah c'est pour pouvoir faire un duel final. Ça reste quand même un des gros codes du western, c'est quasiment incontournable. Je suppose que quelqu'un ne soit pas de cet avis. Bah ça c'est pas vraiment possible, ce serait comme du tiramisu sans mascarpone, des spaghettis sans sauce, une pizza sans fromage. Non, bah tu penses vraiment qu'à la bouffe, hein? Ouais c'est vrai, j'admets. Oh bah ça explique le physique. Ce foutu salopard. Oui, bah je te rappelle qu'on a le même, alors te moque pas trop quand même. Bon, pour en revenir au film, ici il y a aussi un duel d'ego. Ramon il répète depuis le début qu'une personne avec un fusil gagnera toujours sur une personne avec un revolver. Et bien ici c'est la parfaite occasion de lui prouver que non. Clint il va lui prouver que c'est pas l'arme qui fait gagner, mais la personne qui l'utilise. Allez, on y va. Oui, et donc duel final, et évidemment Clint gagne. Et Esteban, le dernier frère Rhodos, il est où? Alors, il va réapparaître à la fin pour essayer de tuer Clint en traître, mais il sera abattu par le tavernier. C'est moi qui régale. Et le film se termine par Clint qui récupère sa besace et s'en va. Et du coup, il part sans Et l'or. oui, c'est pas un voleur, c'est un mercenaire, donc il prend pas l'argent qu'il a pas gagné. Et d'ailleurs, souviens-toi au début du film, quand les Rhodos parlent de faire la paix, bah Clint va rendre les 100 $ parce que pour lui, ils ne sont pas mérités. C'est curieux. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée du mercenaire qui a une morale. Et t'as pas parlé de la théorie de l'ange vengeur? Qu'est-ce que tu radotes? Alors oui, mais juste quelques secondes, il y a effectivement une théorie qui voit le personnage comme étant un ange vengeur, incarné en homme pour venir libérer le village de la corruption. Léon a toujours plus ou moins surfé là-dessus pour maintenir un mystère sans ne rien dire précisément. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, il n'y a pas de débat possible, parce que dans le scénario original, le personnage expliquait longuement ses motivations. C'est confirmé par des historiens du cinéma qui ont eu la chance d'y avoir accès, et comme on en a parlé au tout début de la vidéo, c'est aussi confirmé par Clint Eastwood, qui a lui-même rayé des pages entières de dialogue, notamment toutes les pages où il expliquait d'où il venait et ses motivations et pourquoi il faisait ça. Donc pour moi, fin du suspense. Ah bah c'est sûr que là, du coup... Mais c'est aussi ça la beauté du cinéma. Derrière un film, tout le monde peut essayer de trouver sa propre interprétation cachée. Ah oui. Sur cette magnifique phrase de moi-même, enfin il me semble en tout cas, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Salut l'équipe! Tu as fait du très beau travail. Allez, filez maintenant. Filez, dépêchez-vous, allez.